Une femme pauvre et au chômage a enlacé un inconnu sans savoir qu'il était un PDG millionnaire. Il est tombé éperdument amoureux. Claire Moreau marchait d'un pas lent et désorienté à travers les rues glacées de Lyon, ses bottes martelant les pavés humides de la presqu'île. La grisaille de l'hiver s'était infiltrée jusque dans son humeur. À 29 ans, elle se retrouvait à nouveau sans emploi, dépitée par une autre entrevue ratée où ses compétences avaient été éclipsées par son manque d'expérience concrète. Le vent siffla entre les immeubles, faisant voler une mèche de ses cheveux châtains devant ses yeux. Elle soupira, relevant machinalement le col de son manteau usé, puis traversa la place Bellecour sans réelle direction. Ce jour-là, la ville semblait engourdie, comme figée dans une léthargie hivernale. Les passants étaient rares et pressés, chacun enfermé dans son propre monde. C'est peut-être ce silence ambiant qui lui permit de le remarquer. Un homme était assis seul sur un banc, droit mais effondré, vêtu d'un costume sombre trop élégant pour l'occasion. Il regardait droit devant lui, les mains croisées, immobile. Quelque chose dans sa posture, dans son regard vide, heurta Claire comme une vérité brutale. Elle s'arrêta, d'abord incertaine, puis, sans même réfléchir, elle s'approcha, lentement. Il ne la vit pas venir. Ce n'est que lorsqu'elle s'agenouilla doucement devant lui qu'il leva les yeux. Son visage était fermé, marqué d'une fatigue profonde, comme si le poids d'un monde invisible s'abattait sur ses épaules. Claire ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Dans un élan irrépressible, elle ouvrit les bras et, après une brève hésitation, l'enlaça. Ce fut un geste simple, sans attente, pur dans son intention. L'homme demeura raide quelques secondes, surpris, presque méfiant. Puis, lentement, quelque chose en lui céda. Ses bras se refermèrent autour d'elle avec prudence, puis avec intensité. Il ne pleura pas, il ne parla pas. Il se contenta d'accueillir cette chaleur humaine tombée du ciel comme une bénédiction silencieuse. Quand Claire se détacha, elle le regarda dans les yeux. Il tenta un sourire, faible mais sincère. Elle ne demanda ni son nom, ni la raison de son chagrin. Elle se leva, lui fit un petit signe de tête et s'éloigna dans le froid du soir qui tombait. Ce n'était qu'un instant. Un battement de cœur. Mais en elle, quelque chose venait de changer. Peut-être parce qu'elle s'était sentie utile, peut-être parce qu'elle avait vu une détresse plus grande que la sienne. Elle ne savait pas. Elle ne voulait pas analyser. Elle voulait juste se souvenir que ce jour-là, elle avait tendu la main à un inconnu sans rien attendre en retour. Elle continua sa marche, le cœur encore serré, mais moins seul, curieusement apaisé. Jamais elle n'aurait imaginé que ce geste, né d'un simple élan de compassion, allait bouleverser sa vie entière. Elle ne se retourna pas pour voir si l'homme était encore là. Pour elle, c'était fini, un moment suspendu, enfermé dans une bulle de silence et d'humanité. Elle l'avait fait parce que c'était juste, parce que c'était humain. Et dans ce geste gratuit, elle avait laissé un peu d'elle-même, sans savoir qu'elle venait de rencontrer son destin. Le lendemain matin, Claire se leva tôt, bien qu'elle n'ait aucun rendez-vous prévu. Une étrange énergie semblait l'animer, comme si l'étreinte de la veille l'avait sortie d'une torpeur invisible. Pourtant, elle n'avait pas cessé de penser à cet homme en costume sombre, assis seul sur ce banc de la place Bellecour. Elle se rappelait chaque détail de son visage, ce regard perdu, presque vide, et cette manière si particulière dont il l'avait enlacé, comme s'il n'avait pas été touché depuis des années. Elle tenta de chasser ses pensées, se convainquant qu'il ne s'agissait que d'un moment passager, une anecdote de plus dans sa vie chaotique. Mais son cœur, lui, refusait d'oublier. Dans les jours qui suivirent, Claire reprit ses démarches, envoyant des candidatures, assistant à quelques ateliers pour demandeurs d'emploi, évitant soigneusement les rues trop familières où son espoir s'était souvent égaré. Mais le visage de cet inconnu la hantait. Il n'avait rien dit. Pourtant, elle avait l'impression d'avoir perçu en lui une douleur immense, contenue, presque dangereuse dans sa retenue. C'était un homme qui semblait venir d'un autre monde, un univers de responsabilités et de décisions lourdes, et qui pour un instant avait été ramené à une humanité brute par un simple geste. Puis un après-midi, alors qu'elle attendait dans un petit café du vieux Lyon, un appel pour un poste administratif sans grand intérêt, Claire vit entrer un homme à la démarche assurée. Il portait un manteau long, noir, parfaitement ajusté, et un costume aussi impeccable que celui qu'elle avait vu sur le banc de Bellecour.
Son cœur accéléra d'un coup. Elle le reconnut instantanément. C'était lui. Il ne la vit pas. Ou peut-être fit-il semblant. Il commanda un café, parla brièvement avec le serveur d'un ton neutre, puis s'installa à une table au fond, sortant un petit carnet de cuir noir dans lequel il se mit à écrire. Claire l'observa discrètement, fascinée par l'élégance de ses gestes, la précision presque mécanique de ses mouvements. Il semblait totalement absorbé, comme détaché du monde qui l'entourait. Un mur invisible l'enveloppait, le séparant des autres clients, du bruit, de la vie même. Elle hésita longuement. Devait-elle aller le voir, le remercier, lui rappeler ce moment, ce court instant de vulnérabilité partagée? Non, quelque chose en elle lui dit que ce n'était ni le lieu, ni le moment. Elle se leva finalement et sortit le cœur battant, troublée par cette nouvelle rencontre fortuite. Mais le destin, semble-t-il, ne connaissait pas le mot hasard. Car 3 jours plus tard, alors qu'elle consultait ses mails dans un centre de coworking municipal, elle reçut un message d'un certain Antoine Delmas, assistant du président-directeur général de Lucentix, un géant de la technologie basé à Paris. Le message était cordial, presque formel. Il la conviait à un entretien sans expliquer pourquoi ni comment elle avait été repérée. Aucune candidature n'avait été envoyée à cette entreprise. Aucune alerte n'avait été programmée. Rien. Le nom de Lucentix lui était vaguement familier. Une entreprise à la pointe de l'innovation, impliquée dans des projets sociaux, en développement, mais aussi connue pour sa culture d'entreprise extrêmement sélective. Elle relut le message plusieurs fois, perplexe. Tout semblait authentique. Le mail venait d'un domaine officiel, la signature correspondait aux standards professionnels. Pourtant, l'absence de contexte la mettait mal à l'aise. Elle passa la soirée à se demander si elle devait accepter. Elle n'avait rien à perdre, certes, mais la sensation étrange d'être observée, choisie, l'emplissait d'une anxiété sourde. Finalement, après avoir tourné en rond dans son petit appartement jusqu'à minuit, elle confirma sa présence pour le rendez-vous prévu dans 2 jours. Le jour dit, elle prit un train matinal pour Paris, le cœur serré par l'appréhension. Elle avait emprunté une robe sobre à une amie, coiffé ses cheveux avec soin, et maquillé ses cernes pour paraître plus reposée. L'imposant siège de Lucentix se dressait au cœur du quartier d'affaires, un bâtiment de verre aux reflets métalliques, intimidant par sa simple présence. À la réception, elle fut accueillie par une hôtesse souriante qui connaissait déjà son nom. On lui demanda de patienter dans un salon spacieux, orné d'écrans diffusant des innovations technologiques futuristes. Claire observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Puis, au bout de quelques minutes, un homme s'approcha. Il portait un costume sobre, mais parfaitement taillé. Son regard était calme, mais direct. Et lorsqu'il prononça son prénom avec une infime intonation reconnaissable, Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était lui. L'homme du banc, l'homme du café, l'homme au regard lointain. Et maintenant, il était là, en chair et en os, devant elle, comme une énigme qui se dévoilait pièce par pièce. « Claire Moreau » dit-il d'une voix posée. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. « Je suis Damien Lefebvre. Entrez, je vous en prie. » Alors qu'elle le suivait dans le long couloir vitré, 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était-il vraiment? Pourquoi l'avait-il fait venir ici? Et surtout, que voulait-il d'elle? Claire passa la porte vitrée derrière. Damien Lefebvre. Encore sous le choc de cette coïncidence apparente qui n'en était visiblement pas une. Ils traversèrent un couloir aux murs immaculés, bordé de baies vitrées laissant entrevoir une vue imprenable sur Paris. L'intérieur de Lucentix dégageait une atmosphère futuriste et sereine, comme si l'on marchait dans un rêve technologique. Les bureaux ouverts étaient silencieux, les employés concentrés sur des écrans aux interfaces complexes. Chaque pas de Claire résonnait avec une intensité qui amplifiait son trouble. Damien ne parlait pas. Il marchait devant elle, calme, presque cérémonial dans sa manière de se mouvoir. Son allure était celle d'un homme habitué à être observé, respecté, obéi. Lorsqu'ils atteignirent un ascenseur privé, il passa une carte devant un lecteur magnétique. Les portes s'ouvrirent dans un glissement feutré. Une fois à l'intérieur, il appuya sur le dernier étage. Le silence entre eux était dense, presque palpable. Arrivés au sommet, ils pénétrèrent dans un bureau spacieux baigné de lumière naturelle. Les murs étaient couverts de bibliothèques et d'écrans diffusant des données en temps réel.
Aucun secrétaire, aucun assistant. Seulement une grande table, 2 fauteuils face à face et une vue plongeante sur la ville. Damien lui désigna un siège. Claire s'assit, raide, les mains serrées sur ses genoux. « Je vous dois une explication », commença-t-il sans détour, sa voix grave mais douce. Elle ne répondit rien. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait attendre. « Ce jour-là, sur ce banc, vous m'avez offert quelque chose que je n'avais plus connu depuis très longtemps. Une présence, un geste désintéressé. Je ne l'ai pas oublié. » Claire fronça légèrement les sourcils, surprise par l'intimité de ses paroles. « Ce n'était qu'un geste, » dit-elle enfin, presque timidement. « Justement, » reprit-il, « c'est ce que vous ne comprenez pas. Dans un monde où tout est calculé, mesuré, exploité, vous avez agi sans rien attendre. Vous m'avez touché bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Il se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée, contemplant l'horizon, comme s'il y cherchait les mots justes. « J'ai fait enquêter, discrètement. Je voulais savoir qui vous étiez, pas pour vous épier, mais pour comprendre. » Claire sentit une chaleur lui monter au visage. L'idée d'avoir été suivie, même avec de bonnes intentions, la mettait mal à l'aise. « Et vous m'avez fait venir ici pour... Oh » demanda-t-elle, un peu sur la défensive. Damien se retourna lentement. « Pour vous proposer quelque chose. Pas un emploi classique, pas une faveur. Je veux que vous participiez à un projet pilote que nous lançons. » Il retourna s'asseoir face à elle, ses mains croisées sur la table. Lucentix est en pleine restructuration de son image. Trop de scandales dans notre secteur, trop de méfiance du public. Nous avons décidé de créer un programme de réinsertion professionnelle pour les personnes en grande difficulté. Nous voulons qu'il soit authentique, humain. Et pour cela, il nous faut quelqu'un comme vous. Claire resta muette. L'ironie de la situation n'échappait pas à son esprit. Elle, chômeuse depuis plus d'1 an, sans perspective claire, était soudain sollicitée pour diriger une initiative d'envergure nationale. C'était absurde. Et pourtant, elle voyait dans les yeux de Damien une sincérité rare, un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Pourquoi moi ?» répéta-t-elle presque dans un souffle. « Parce que vous n'êtes pas formaté. Vous ressentez les choses. Et vous avez ce don que j'ai perdu depuis longtemps. Vous croyez encore que l'on peut aider quelqu'un sans en attendre un retour. » Il sortit de sa poche une enveloppe épaisse, la poussa doucement vers elle. « Vous trouverez ici les détails. Du projet, les conditions, les moyens que nous sommes prêts à engager. Réfléchissez-y. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais sachez que je ne vous ai pas choisi au hasard. Vous avez quelque chose, Claire Moreau, et ce serait un gâchis de ne pas le mettre au service de ceux qui en ont besoin. » Elle prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Sa tête bourdonnait. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle proposition, à une telle charge émotionnelle. Un projet social, initié par un géant technologique, dirigé par une parfaite inconnue au CV modeste. L'idée semblait folle, et pourtant, tout en elle lui criait que ce n'était pas un piège, mais une porte entr'ouverte sur un avenir inattendu. Elle se leva lentement, remercia Damien d'une voix incertaine. Il lui sourit, un sourire discret, presque imperceptible, mais réel. « Merci d'être venu. Quelle que soit votre décision, sachez que je vous suis reconnaissant. » Elle sortit du bureau, l'enveloppe serrée contre elle, comme un talisman dont elle ne connaissait pas encore les pouvoirs. Dans l'ascenseur, son reflet lui renvoya l'image d'une femme différente. Quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle sentait, au plus profond d'elle-même, que rien ne serait plus jamais comme avant. Claire ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle avait lu et relu le contenu de l'enveloppe que Damien lui avait remise, ses yeux parcourant chaque ligne, avec un mélange de stupeur et d'enthousiasme grandissant. Le dossier décrivait un projet social ambitieux, baptisé « Initiative Horizon ». Il s'agissait de créer un centre pilote à Paris, destiné à offrir une formation accélérée, un accompagnement psychologique et un réseau de contacts professionnels à des chômeurs de longue durée issus de milieux précaires, le tout entièrement financé par Lucentix. Le document précisait que Claire aurait une autonomie quasi totale dans la conception et la gestion du programme, avec un budget conséquent et une équipe à constituer elle-même. Elle n'en revenait pas. Personne ne lui avait jamais confié autant de responsabilités, encore moins une entreprise de cette envergure. Au matin, les paupières lourdes mais le cœur en ébullition, elle retourna au siège de Lucentix, comme convenu. Elle fut accueillie cette fois non par l'hôtesse de la veille, mais par un jeune homme nerveux,
au sourire trop appuyé, qui se présenta comme Marc, assistant au département des ressources humaines. Il lui fit signe de le suivre sans un mot, de trop, et l'escorta à travers un couloir parallèle, plus discret, moins vitré, jusqu'à une salle de réunion au style épuré. À l'intérieur, Claire découvrit 3 personnes. Une femme d'une 40aine d'années, élégamment vêtue, aux traits fins et au regard calculateur, qui tapotait sur une tablette sans lever les yeux. Un homme plus âgé, crâne dégarni, costume 3 pièces, les doigts croisés sous le menton, observant Claire avec une curiosité froide. Et enfin Damien, assis au bout de la table, vêtu d'un pull gris sur une chemise blanche, l'air à la fois détendu et concentré. « Claire, dit-il en se levant, merci d'être venue. Je vous présente Amélie Girard, directrice de la communication, et Bernard Lemoine, directeur des ressources humaines. » Claire salua poliment, s'efforçant de ne pas trahir sa nervosité. Amélie se contenta d'un signe de tête bref, puis retourna à son écran. Bernard, lui, l'invita à s'asseoir d'un geste lent, presque cérémoniel. « Alors, mademoiselle Moreau, dit-il, votre parcours est atypique. » Il marqua une pause, comme pour savourer l'effet de son mot. Peu de diplômes de prestige, des expériences variées mais courtes, une instabilité certaine. Claire sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou. Elle savait que son curriculum vitae n'impressionnait personne dans cette salle. « C'est vrai, répondit-elle simplement, mais j'ai appris à m'adapter. Et je crois profondément que ce projet demande plus d'humains que de titres. » Amélie leva enfin les yeux. Son regard était acéré, perçant. « Et pourquoi vous, précisément ? Pourquoi devrions-nous confier à une inconnue sans référence solide la gestion d'une initiative aussi sensible ?» Claire la fixa sans ciller. « Parce que je comprends ce que vivent ces gens. J'ai attendu des heures dans les halls de Pôle emploi. J'ai été ignoré, jugé, dévalorisé. Je sais ce que c'est que de perdre confiance en soi. Et je sais aussi que la seule chose qui peut faire la différence, c'est quand quelqu'un vous tend la main. Pas par charité, par conviction. » Damien esquissa un sourire imperceptible. Amélie, elle, replongea dans sa tablette. « Le projet, reprit Damien, nécessitera une coordination avec plusieurs ministères, des ONG partenaires et une communication rigoureuse. Vous ne serez pas seul, bien sûr, mais il faut que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. » Claire hocha la tête. « Je suis prête. Et si je ne le suis pas encore, je le deviendrai. » Bernard sembla agréablement surpris. Il griffonna quelques notes sur un carnet. « Nous allons organiser une période probatoire de 3 mois. Vous aurez accès aux ressources de l'entreprise, sous la supervision de Madame Girard. Ce sera à vous de prouver que cette intuition de Damien n'est pas qu'un caprice. » Le mot « caprice » fit tressaillir Damien, mais il ne dit rien. La réunion s'acheva sans cérémonie. Amélie quitta la salle la première, Bernard la suivit. Damien attendit que Claire se lève, puis l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. « Vous vous êtes très bien défendu, » dit-il une fois les portes refermées. « Je me sentais comme un animal en cage, » répondit-elle en esquissant un sourire nerveux. « C'était un test, et vous l'avez passé haut la main. » Elle baissa les yeux puis le regarda de nouveau. « Pourquoi est-elle si opposée à moi ? Amélie est loyale. Elle protège cette entreprise comme si elle l'avait fondée, et elle se méfie de ce qu'elle ne contrôle pas. »« Et vous ?» demanda Claire. Damian la fixa longuement. « Moi, je crois que certaines choses échappent au contrôle, et parfois c'est une bénédiction. » L'ascenseur s'ouvrit. Claire sortit la première. Elle ne savait pas encore à quel point cette première entrevue marquerait un tournant décisif dans sa vie. Mais une chose était certaine, le monde venait d'ouvrir une porte, et elle avait décidé d'y entrer, sans hésitation. Le bureau que l'on attribua à Claire au sein de Lucentix n'avait rien de spectaculaire. Une pièce de taille moyenne, mur blanc cassé, une grande fenêtre avec vue sur une cour intérieure où des employés se croisaient sans un mot. Pourtant, en y entrant pour la première fois, elle ressentit une étrange légitimité, comme si ce lieu, sans faste ni décor, symbolisait le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter. Un ordinateur portable dernier cri, un carnet vierge, quelques fournitures soigneusement rangées dans un tiroir. Tout semblait prêt, en attente d'un mouvement initial, d'une impulsion humaine capable de transformer cet espace impersonnel en véritable poste de commandement. Durant les premiers jours, Claire se concentra sur l'étude approfondie du projet Horizon. Les documents fournis par Damien étaient clairs, méticuleusement élaborés,
mais laisser place à l'interprétation et à l'initiative. L'idée n'était pas de suivre un plan figé, mais de construire quelque chose de vivant, en perpétuelle adaptation. Elle rencontra successivement plusieurs responsables de pôles internes, ressources humaines, développement durable, relations, publiques, chacun lui expliquant les outils disponibles, les limites logistiques, les attentes implicites. Si certains la regardaient avec curiosité, d'autres affichaient une neutralité presque clinique, comme s'ils attendaient la preuve irréfutable qu'elle méritait sa place. Mais la surprise vint de Damien lui-même. Contrairement à ce qu'elle imaginait, il ne se contenta pas de la saluer brièvement de temps à autre. Il prit le temps chaque matin de passer par son bureau pour lui poser une question, partager une réflexion ou simplement observer ses progrès. Leur échange, d'abord formel, se transforma rapidement en une routine presque complice. Il n'imposait rien, il écoutait, il demandait conseil, parfois même sur des sujets éloignés du projet Horizon. Cette attitude déstabilisait Claire, peu habituée à ce que l'on considère ses idées comme réellement pertinentes dans un environnement professionnel. Un vendredi soir, alors que la plupart des bureaux étaient déjà vides, Damien entra sans frapper, tenant 2 cafés à la main. Il posa l'un sur son bureau, s'assit face à elle et observa l'écran de son ordinateur. « Vous avez fait tout cela en une semaine. J'ai repris la structure initiale et ajouté quelques modules spécifiques pour les bénéficiaires plus âgés. L'inclusion intergénérationnelle me semble essentielle. » Il hocha la tête, visiblement impressionné. « Je n'aurais jamais pensé à cet angle. Vous voyez des choses que personne ici ne voit. » Claire détourna le regard, troublée par la sincérité de son ton. « Je suppose que, quand on a été de l'autre côté, on perçoit différemment ce qui est nécessaire. » Un silence confortable s'installa entre eux. Damien sirota son café, puis reprit la parole d'une voix plus basse. « Ce jour-là, à Bellecour, vous saviez ce que vous faisiez ?» Elle sourit doucement, posant sa tasse. « Non, je ne réfléchissais pas. C'était instinctif. J'ai vu quelqu'un qui avait besoin de quelque chose que je pouvais donner. Et c'est tout. » Damien la fixa intensément. « Ce geste m'a sauvé, vous savez. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas de mots pour répondre à une telle affirmation. Alors elle laissa le silence parler pour elle. Un silence respectueux, chargé d'émotions. Les semaines passèrent et le projet prit forme. Claire constitua une petite équipe, choisissant des profils atypiques, des gens au parcours cabossé, mais riches en vécu. Elle convainquit un ancien éducateur, une psychologue communautaire, une entrepreneuse ayant connu la précarité, et même un ancien bénéficiaire d'un programme similaire. Ensemble, ils développèrent une méthodologie d'accompagnement fondée sur la confiance, la réciprocité et l'empowerment. Le nom du programme, Horizon, prit une résonance particulière pour chacun. Pendant ce temps, la relation entre Claire et Damien évoluait dans un équilibre subtil. Ils ne se tutoyaient pas encore, mais leur langage corporel trahissait une proximité croissante. Une main qui frôle par inadvertance, un regard qui dure un peu trop longtemps, une intonation plus douce. Rien d'explicite, rien de déplacé, juste une tension latente, douce mais constante, comme le fil d'une histoire qui s'écrit à leur insu. Un soir, alors que Claire rangeait ses affaires, elle trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une invitation formelle à un gala caritatif organisé par Lucentix en partenariat avec plusieurs fondations. Elle lut le nom de Damien parmi les signataires. En bas de la page, une note manuscrite. « Votre présence serait précieuse, pas comme employé, comme symbole. » Claire resta longtemps immobile, les doigts serrés sur le papier. Ce n'était pas une invitation mondaine, c'était un message, un signe. Elle comprit que, pour Damien, elle représentait plus qu'une collaboratrice. Elle incarnait un espoir, une rupture avec l'ancien monde. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'arrêta quelques secondes devant un miroir du couloir. Elle se regarda longtemps. Ce n'était plus la même femme. Quelque chose en elle s'était affirmé, non par ambition, mais par conscience. Elle n'était pas là par hasard, et elle allait prouver que son intuition méritait d'être suivie. Parce que ce projet, c'était bien plus qu'un travail. C'était une mission, une évidence, une réponse silencieuse à ce jour d'hiver où elle avait simplement osé tendre les bras. Le lundi suivant, l'atmosphère chez Lucentix avait légèrement changé. Les couloirs, bien qu'aussi silencieux qu'à l'accoutumée, semblaient habités par un murmure discret.
une tension subtile qui flottait entre les murs de verre. Claire, concentrée sur les derniers ajustements du programme Horizon, remarqua rapidement que certains collaborateurs évitaient de la saluer ou détournaient le regard lorsqu'elle croisait leur chemin. Ce n'était pas flagrant, mais suffisant pour troubler son instinct. Un changement invisible comme une lame de fond silencieuse était à l'œuvre. Elle comprit rapidement d'où venait cette brise froide. Amélie Girard, la directrice de la communication, jusque-là relativement discrète, avait commencé à s'intéresser de très près à Claire, mais pas de la manière que cette dernière aurait espéré. D'abord, ce furent des questions feintes d'innocence, posées à des membres de l'équipe. Elle a travaillé où avant? Vous êtes sûr de ses compétences? Ou encore, elle est vraiment censée diriger ce projet toute seule? Puis, vinrent les vérifications plus insistantes. Consultation de son dossier RH, recherche sur ses anciens employeurs, prise de contact informelle avec d'anciens collègues. Amélie fouillait. Claire n'en eut pas immédiatement connaissance, mais les indices ne tardèrent pas à émerger. Un jour, alors qu'elle rentrait de déjeuner, elle surprit une conversation inachevée entre deux membres du service juridique qui s'interrompirent brusquement à son arrivée. Le regard fuyant de l'un d'eux en disait long. Elle demanda ensuite un rendez-vous à Damien pour faire un point sur l'avancement du projet. Il accepta, comme toujours, mais elle le trouva cette fois plus réservé, comme préoccupé par autre chose. « Il se passe quelque chose ?» osa-t-elle demander après lui avoir présenté les dernières statistiques de participation. « Amélie s'inquiète, » répondit-il après un temps. « Elle dit que vous êtes trop exposé, que si le projet échoue, l'image de l'entreprise pourrait en pâtir. » Claire croisa les bras. « Elle doute de mes compétences ? Elle doute de vos intentions, » murmura Damien presque à regret. « Elle pense que vous jouez un jeu. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. « Et vous, qu'en pensez-vous » Il la regarda droit dans les yeux. « Je pense qu'elle a tort. Mais je ne peux pas l'ignorer. Elle a beaucoup de pouvoir ici, et elle ne veut pas que je me laisse guider par l'émotion. » Claire se leva lentement, la voix tendue. « Je suis ici parce que j'ai tendu la main à un inconnu, pas pour manipuler qui que ce soit. Et si elle ne peut pas comprendre ça, alors c'est qu'elle n'a jamais eu à mendier un minimum de dignité dans un bureau administratif. » Elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle repassa en revue chaque mot échangé, chaque regard, chaque décision, depuis le début de son implication chez Lucentix. Elle sentit une colère nouvelle l'envahir. Elle avait accepté ce poste pour faire une différence, pas pour devoir constamment prouver sa valeur à une élite barricadée dans ses certitudes. Mais Claire n'était pas du genre à se laisser abattre. Elle décida de reprendre l'initiative. Le lendemain, elle convoqua une réunion avec tous les intervenants du projet Horizon. Devant une dizaine de visages intrigués, elle exposa une nouvelle feuille de route, encore plus ambitieuse, plus inclusive, avec un calendrier serré et des objectifs mesurables. Elle parla avec une passion que personne ne lui connaissait encore, liant chaque aspect technique à une réalité humaine, chaque étape du plan à une histoire vécue. À la fin de la présentation, un silence respectueux s'installa. Puis, l'un des jeunes analystes, jusque-là mutique, leva la main. « Vous pensez vraiment que ce genre d'initiative peut changer les choses ?» Claire lui répondit sans hésitation. « Non, je le sais, parce que je suis le résultat d'un simple geste, et je ne suis pas la seule. » La réunion se termina sous les applaudissements. Certains restèrent pour la remercier personnellement, d'autres proposèrent spontanément leur aide. Le vent tournait, doucement, mais sûrement. Mais l'ombre d'Amélie continuait de planer. Claire en eut la confirmation lorsqu'elle reçut un appel d'un ancien collègue, travaillant dans une association lyonnaise où elle avait effectué un court stage. Il l'avertit à voix basse que quelqu'un avait demandé à consulter son dossier de bénévolat, prétendant vouloir vérifier certaines disparités. Claire comprit que ce n'était que le début. Amélie cherchait une faille, une erreur, un faux pas pour la discréditer. Elle en informa Damien qui l'écouta en silence. « Je vais lui parler », finit-il par dire. « Non », répondit Claire. « Laissez-la faire. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que la vérité finit toujours par remonter à la surface, et je n'ai rien à cacher. » Damien lui tendit la main. Elle la serra fermement. « Tenez bon, Claire, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Elle sortit de son bureau le cœur lourd mais résolu. Si Amélie voulait la tester, elle
allait voir ce que cela signifiait de se heurter à quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à offrir. Car Claire n'était plus la jeune femme errante de Bellecour. Elle était devenue une voix, un repère, un symbole que même les jeux de pouvoir ne pourraient plus réduire au silence. Dès les premières semaines de lancement officiel du projet Horizon, Claire sentit le poids de la responsabilité s'alourdir, mais jamais de manière paralysante. Au contraire, c'était une charge qui lui donnait une nouvelle forme d'énergie, comme si chaque défi supplémentaire nourrissait en elle une résilience accrue. Le centre pilote, installé dans un ancien bâtiment municipal rénové en périphérie parisienne, ouvrit ses portes à une première vague de participants, soigneusement sélectionnés parmi des centaines de candidatures. Ils venèrent de tous horizons, anciens ouvriers licenciés, mères célibataires en rupture professionnelle, jeunes diplômés sans réseau, réfugiés francophones, et même quelques personnes sorties récemment de la rue. Claire décida dès le départ d'être présente physiquement tous les jours, non pas comme une directrice inaccessible, mais comme une figure de référence engagée et attentive. Elle se mêlait aux ateliers, participait aux séances de coaching collectif, servait les repas avec les bénévoles, écoutait longuement les récits parfois brisés, parfois rageurs, de ceux qui avaient trop longtemps été tenus en marge. Très vite, elle devint Claire, tout simplement. Pas Madame Moreau, pas la responsable, juste Claire, un prénom murmurant de la proximité, une invitation implicite à la confiance. Ce qui frappa d'emblée les bénéficiaires, ce fut son écoute. Elle ne cherchait pas à résoudre, à conseiller hâtivement, ni à imposer des réponses toutes faites. Elle posait les bonnes questions, observait les silences, offrait des regards francs. Cette attitude déstabilisait certains au début, habitués à une hiérarchie froide, à des structures qui prétendaient aider, mais fonctionnaient sur des indicateurs plus que sur des réalités humaines. Mais peu à peu, chacun comprit que cette femme, sans diplôme prestigieux ni passé flamboyant, possédait une autorité naturelle, forgée dans l'expérience, la chute, le relèvement. Parmi les membres de l'équipe, les premières résistances s'évanouirent rapidement. Claire n'avait pas recruté par CV, mais par vécu et par capacité à transmettre. Léo, l'ancien éducateur, trouva en elle une partenaire de réflexion exigeante mais ouverte. Myriam, la psychologue communautaire, dit un jour en réunion « Tu ne gères pas ce projet, tu l'habites ». Quant à Karim, le jeune entrepreneur, qui avait connu l'errance avant de fonder une petite coopérative, il lui confia lors d'une pause café « Tu sais pourquoi il t'écoute? Parce que t'as jamais prétendu tout savoir ». Même Damien, qui venait parfois visiter le centre, en toute discrétion, semblait chaque fois plus impressionné par la façon dont Claire tenait son rôle. Il restait souvent en retrait, observait les interactions, posait quelques questions, mais il ne faisait aucune intervention directe, laissant Claire orchestrer chaque aspect. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la petite salle de réunion, du centre, il lui dit, presque dans un souffle, « Tu viens de transformer un projet d'entreprise en mouvement humain. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait que ce compliment n'était pas lancé à la légère. Pourtant, tout n'était pas simple. Le projet attisait des jalousies internes. Certains cadres de Lucentix, moins visibles depuis le virage social de l'entreprise, faisaient en savoir leur mécontentement à voix basse. Les rapports envoyés au comité de direction devenaient plus scrutés. Amélie, toujours présente en coulisses, redoublait de vigilance. Elle exigeait des statistiques mensuelles, des justifications budgétaires et proposait des modifications de communication qui aseptisaient les récits, voulant gommer toute notion de précarité trop explicite. Claire résistait. Elle ne voulait pas édulcorer. Le projet n'était pas une campagne de marketing, mais une réalité incarnée. Une autre épreuve inattendue surgit lorsqu'un bénéficiaire, Marc, un homme d'une cinquantaine d'années en grande détresse psychologique, fait une tentative de suicide après une séance particulièrement bouleversante. L'équipe fut secouée. Claire passa une nuit entière à l'hôpital avec sa famille. Elle ne donna aucune interview, refusa toute récupération de l'événement. Elle savait que cet acte ne pouvait être réduit à une simple défaillance du programme. C'était un cri, une faille humaine que même la meilleure structure ne pouvait toujours prévenir. Le lendemain, elle réunit tout le centre, professionnel et bénéficiaire. Elle parla longuement, les yeux humides, mais la voix ferme sur les limites, la douleur, l'engagement. Et ce jour-là, quelque chose changea. Un silence solidaire envahit les lieux.
comme un pacte tacite entre tous les présents. Continuer, malgré tout. Les résultats, cependant, commencèrent à parler d'eux-mêmes. En moins de 3 mois, plusieurs bénéficiaires retrouvèrent un emploi stable. D'autres lancèrent des micro-initiatives avec l'aide du programme. Des partenariats locaux furent signés. Des anciens du centre, pourtant hostiles au départ, revinrent témoigner la gorge serrée de ce qu'ils avaient reconstruit. Les médias commencèrent à s'intéresser, prudents d'abord, puis de plus en plus curieux. Claire restait humble. Elle répétait souvent à son équipe « On ne fait pas de miracle, on crée des conditions ». Mais au fond, elle savait qu'un frémissement était en marche. Elle sentait que quelque chose de plus grand qu'elle, que tous prenaient forme. Et cela, elle ne le devait ni à un plan stratégique, ni à un budget colossal. Elle le devait à un geste, un seul, un jour d'hiver, sur un banc, un bras tendu, une étreinte. Le monde, parfois, change avec si peu. Le matin du lundi suivant, Claire arriva au centre Horizon avec l'esprit encore alourdi par les événements récents. Elle avait passé le week-end à revoir les dossiers des bénéficiaires, à ajuster les plannings des ateliers et à rédiger un rapport détaillé pour le comité de direction de Lucentix. Elle espérait que ces efforts contribueraient à renforcer la crédibilité du projet et à apaiser les tensions internes. Cependant, dès qu'elle franchit le seuil du bâtiment, elle sentit une atmosphère différente. Les regards étaient fuyants, les conversations s'interrompaient à son passage et une tension palpable flottait dans l'air. Intriguée, elle se dirigea vers son bureau où elle trouva Léo, l'éducateur, et Myriam, la psychologue, en Tsontati. Pleine discussion à voix basse. À sa vue, ils se turent brusquement, échangeant un regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, sentant une boule se former dans son estomac. Léo hésita puis tendit son téléphone à Claire. Sur l'écran, un article de blog s'affichait avec un titre accrocheur « Lucentix. Quand l'humanitaire cache une liaison douteuse ». Le texte insinuait que Claire avait obtenu son poste grâce à une relation intime avec Damien Lefebvre, le PDG de Lucentix. L'article était truffé de suppositions, de phrases ambiguës et de citations anonymes. Il mentionnait également des sources internes, affirmant que Claire n'avait pas les qualifications requises pour diriger un projet de cette envergure. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'assit lentement, les mains tremblantes, tandis que Myriam posait une main réconfortante sur son épaule. « C'est absurde, » murmura Claire. « Je n'ai jamais eu de relation avec Damien. »« On le sait, » répondit Myriam. « Mais ce genre de rumeur peut faire beaucoup de dégâts, surtout quand elles sont relayées par des médias à sensation. » Le téléphone de Claire vibra. Un message de Damien. « Je suis désolé pour cet article. On en parle dès que possible. » Elle répondit simplement « D'accord. » La journée fut un calvaire. Les bénéficiaires, bien que majoritairement solidaires, étaient perturbés. Certains posèrent des questions, d'autres évitaient Claire. Les membres de l'équipe tentaient de maintenir le cap, mais l'ambiance était lourde. L'après-midi, une réunion de crise fut organisée avec les responsables de Lucentix. Damien y assista, visiblement préoccupé. « Cet article est une attaque directe contre notre projet et contre Claire », déclara-t-il d'emblée. « Nous devons réagir rapidement. » Amélie, la directrice de la communication, prit la parole. « Avant de réagir, il faut comprendre d'où vient cette fuite. Quelqu'un a parlé à la presse, et ce n'est pas un hasard si cela sort maintenant. » Claire, encore sous le choc, demanda « Vous pensez que c'est quelqu'un de l'intérieur ?» Amélie acquiesça. « C'est fort probable, et il faut identifier cette personne. » La réunion se termina sans décision concrète. Claire rentra chez elle, épuisée. Elle passa la soirée à relire l'article, à chercher des indices, des incohérences. Elle se remémora les dernières semaines, cherchant à comprendre qui aurait pu vouloir lui nuire. Elle pensa à Amélie, à certains cadres de Lucentix, à des anciens collègues. Mais rien ne semblait évident. Le lendemain, elle décida de mener sa propre enquête. Elle interrogea discrètement les membres de son équipe, cherchant des anomalies, des comportements suspects. Elle examina les accès aux documents internes, les échanges de mails. Peu à peu, un schéma se dessina. Un stagiaire du service communication avait eu accès à des informations sensibles. Claire se rappela l'avoir vu discuter avec Amélie à plusieurs reprises. Elle confronta le stagiaire, qui, pris de panique,
avoua avoir transmis des documents à un journaliste sur demande d'une source interne. Claire en informa immédiatement Damien, qui convoqua une nouvelle réunion de crise. Le stagiaire fut suspendu et une enquête interne fut lancée. Malgré ces mesures, le mal était fait. L'article avait été largement partagé et la réputation de Claire était entachée. Les partenaires du projet Horizon exprimaient des doutes. Certains envisagèrent de se retirer. Claire, dévastée, envisagea de démissionner pour ne pas nuire davantage au projet. Elle en parla à Damien, qui s'opposa fermement à cette idée. « Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à ce projet, Claire. Ne laisse pas des rumeurs infondées te faire douter de toi. » Mais Claire était ébranlée. Elle se sentait trahie, humiliée, et craignait que sa présence ne compromette l'avenir du projet Horizon. Elle demanda un temps de réflexion, décidant de s'éloigner quelques jours pour faire le point. Pendant son absence, l'équipe continua de travailler, soutenue par Damien. Les bénéficiaires, malgré les perturbations, poursuivaient leur parcours. Léo et Myriam prirent le relais, assurant la continuité des activités. Claire, de son côté, se réfugia chez une amie en province. Elle passa ses journées à marcher, à réfléchir, à écrire. Peu à peu, elle retrouva la force de se battre. Elle décida de revenir à Paris, déterminée à prouver son innocence et à défendre le projet Horizon, coûte que coûte. À son retour, elle fut accueillie chaleureusement par l'équipe et les bénéficiaires. Elle reprit son poste, plus déterminée que jamais. Elle savait que la route serait encore semée d'embûches, mais elle était prête à affronter les défis à venir, forte du soutien de ceux qui croyaient en elle et en son projet. Source: le retour de Claire au centre Horizon fut discret, sans éclat ni discours solennel. Elle franchit les portes du bâtiment un mardi matin, les traits fatigués, mais le regard décidé. Elle fut accueillie par des sourires sincères, des accolades retenues, quelques regards embués. Myriam lui tendit une tasse de café sans dire un mot, et Léo la guida jusqu'à son bureau, comme pour signifier que sa place n'avait jamais été vacante. Claire s'assit à son bureau, observa le carnet resté ouvert là où elle l'avait laissé, puis inspira profondément. Elle n'était pas encore totalement remise, mais quelque chose en elle s'était endurci. Elle n'était plus seulement une porteuse de projet. Elle était désormais une cible, et elle devait se comporter en conséquence. Au cours de la journée, elle reprit contact avec les membres de l'équipe, échangea avec plusieurs bénéficiaires, assista à une séance de coaching, puis se plongea dans les rapports en attente. Elle tenta de se réimprégner du rythme du centre, tout en gardant à l'esprit l'objectif parallèle qu'elle s'était fixé. Comprendre qui, au sein de Lucentix, avait orchestré la fuite qui avait alimenté le scandale. Le soir venu, alors que la plupart des employés quittèrent les lieux, Claire resta dans les locaux. Elle s'installa dans une salle de réunion, relut tous les courriels des dernières semaines, parcourut les échanges avec le service communication, recoupa les horaires, les destinataires, les mots-clés. Elle dressa une carte mentale des interactions les plus fréquentes entre son équipe et les autres départements de Lucentix, cherchant des anomalies, des comportements incohérents. Plusieurs noms revenaient, mais un en particulier attira son attention. Élodie, une stagiaire affectée temporairement à la communication interne, présente souvent dans les réunions mais peu impliquée, silencieuse, presque invisible. Claire se rappela un échange anodin, survenu peu avant la publication de l'article, où Élodie avait posé une question étrange sur sa relation avec Damien, sous couvert d'intérêt pour la dynamique de l'équipe. À l'époque, Claire n'y avait pas prêté attention, pensant à de la curiosité maladroite. Mais à présent, ce détail résonnait différemment. Le lendemain, Claire proposa à Élodie de l'accompagner pour un café à l'extérieur du centre. Dans une petite brasserie à quelques rues de là, elles s'installèrent en terrasse loin des oreilles indiscrètes. Claire engagea la conversation sur des sujets généraux, puis aborda doucement la question du scandale, laissant entendre qu'elle soupçonnait quelqu'un d'avoir trahi la confiance de l'équipe. Élodie resta d'abord évasive, mais son malaise était palpable. Claire adopta une posture bienveillante, non accusatrice. « Je ne suis pas là pour te piéger, Élodie. Mais tu étais proche d'Amélie Girard, non? Tu faisais tes rapports directement à elle ?» Élodie hocha la tête, les yeux baissés. Elle m'a demandé d'observer, de rapporter ce que je voyais, ce que j'entendais. Elle disait que c'était pour protéger la réputation de Lucentix. Je ne pensais pas que... Claire ne dit rien. Elle la laissa continuer. Un jour, elle m'a demandé de récupérer une copie d'un document confidentiel
sur l'ordinateur d'un collègue, sous prétexte de vérification. Puis elle m'a dit de transférer certains extraits à une adresse e-mail. Elle n'a jamais précisé que c'était pour un journaliste. Mais après, j'ai vu l'article. Les phrases étaient là, celles que j'avais envoyées. La voix d'Élodie se brisa. Claire resta immobile. « Tu as gardé cette adresse ?» demanda-t-elle. Élodie sortit son téléphone, tremblante, et montra l'email en question. Claire le copia, la remercia calmement, puis quitta la brasserie, le cœur battant. Elle avait enfin une piste concrète. Le soir même, elle transmit les informations à Damien. Celui-ci, en apprenant la nouvelle, pâlit visiblement. Il fit venir immédiatement le responsable de la sécurité informatique, qui confirma que l'adresse email utilisée était liée à un compte personnel identifié comme étant celui d'un proche collaborateur d'Amélie. L'étau se resserrait. Le jour suivant, une réunion confidentielle fut convoquée au siège de Lucentix. Claire y assista, accompagnée de Damien et du directeur juridique. L'évidence des faits, recoupée avec les témoignages et les données électroniques, ne laissait plus de place au doute. Amélie Girard avait orchestré une fuite ciblée dans le but de discréditer Claire et de faire échouer le projet Horizon. Son objectif, reprendre le contrôle de la communication stratégique de l'entreprise, en écartant une figure montante perçue comme incontrôlable. Devant les preuves accablantes, Damien prit une décision ferme mais mesurée. Amélie fut suspendue de ses fonctions, dans l'attente d'une enquête disciplinaire approfondie. Le communiqué interne resta sobre, mais Lucentix savait désormais ce qui s'était passé. Le doute sur Claire s'évanouit progressivement, remplacé par un respect discret mais croissant. Lorsque Claire retourna au centre Horizon, elle fut accueillie avec une chaleur nouvelle. Les bénéficiaires l'applaudirent spontanément. Léo lui tendit une carte signée par toute l'équipe. Myriam, les larmes aux yeux, lui souffla « Tu n'as pas cédé, tu as tenu bon, on est fiers de toi ». Mais Claire ne cherchait pas les éloges. Elle savait que la bataille la plus importante restait à mener, celle de la continuité, de l'intégrité, de la croissance du projet. Elle savait aussi qu'une simple étincelle malveillante pouvait tout remettre en question. Et c'est pourquoi désormais elle marcherait avec encore plus de vigilance, mais aussi avec la certitude qu'elle n'était plus seule à porter Horizon. Elle avait une équipe, une cause, et une vérité qui, cette fois, avait triomphé. La semaine qui suivit la suspension d'Amélie Girard fut à la fois lourde de conséquences et libératrice pour Claire. D'un côté, la tension dans les couloirs de Lucentix demeurait palpable. Les visages étaient graves, les conversations codées, et la direction procédait à des audits silencieux sur les pratiques internes des différents départements. De l'autre, le centre Horizon retrouvait son élan, comme si le poids d'un soupçon injuste avait enfin été levé. Mais Claire, bien que soulagée, ne parvenait pas à se détacher complètement de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une simple trahison professionnelle. C'était une attaque contre ce qu'elle incarnait, contre la nature même de son engagement. Elle savait que la réhabilitation de son image ne suffirait pas. Il fallait aller plus loin, confronter directement celle qui avait voulu l'anéantir, comprendre ses motivations et, si possible, clore ce chapitre avec la dignité qu'elle s'efforçait de préserver depuis le début. Damien, bien qu'également ébranlé par les événements, lui laissa toute latitude. « Je te fais confiance. Ce que tu décideras de faire avec elle, je le soutiendrai, lui avait-il dit, avec une gravité rare dans sa voix. Claire demanda donc un entretien formel avec Amélie, qui fut accepté. Cela devait se dérouler dans une salle neutre, au siège de Lucentix, en présence d'un membre de la direction juridique, mais sans intervention extérieure. Le jour venu, Claire se présenta vêtue sobrement, le visage fermé mais calme. Amélie entra quelques minutes après, escortée par un assistant. Elle portait toujours son élégance comme une armure, mais son regard avait perdu de sa superbe. Elle s'assit en face de Claire sans dire un mot. Le silence dura quelques instants. Puis Claire parla, sa voix claire et posée. « Je ne suis pas venue pour régler des comptes, ni pour vous faire des reproches. Je veux comprendre. Pourquoi ?» Amélie, qui jusqu'ici n'avait pas bougé, croisa les bras. « Parce que je savais que vous seriez un problème. »« Pour qui ? Pour vous. Pour Lucentix ?» demanda Claire sans agressivité, mais avec une intensité perçante. « Pour l'équilibre, pour la cohérence de ce que nous avions construit ici. Vous êtes arrivés sans diplôme prestigieux, sans réseau, sans les codes, et vous avez
Pris une place centrale sans même vous en rendre compte. Cela déséquilibrait tout. Claire fronça légèrement les sourcils. Vous auriez pu me parler, travailler avec moi. Mais vous avez choisi de me faire tomber. Je ne voulais pas vous faire tomber. Je voulais vous empêcher de faire tomber Damien avec vous, répondit Amélie, soudain plus émotive. Vous ne voyez pas ce que je vois. Il change. Il se laisse emporter. Il vous écoute plus qu'il n'écoute le conseil. Il met en jeu des années de stabilité pour un projet qu'il a lancé sur un coup de tête à cause d'un geste. Elle marqua une pause, visiblement troublée. Je ne vous déteste pas, Claire. Je vous crains. Cette confession inattendue coupa Claire dans son élan. Elle ne s'attendait pas à une telle vulnérabilité. Ce projet n'est pas une lubie, murmura Claire. Et Damien ne s'est pas égaré. Il a vu quelque chose de nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais vous auriez pu essayer de comprendre. Amélie détourna les yeux. Le silence retomba dans la salle, dense, presque douloureux. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda-t-elle enfin. Ce n'est pas moi qui décide, mais je ne réclame pas votre exclusion. Je veux juste que la vérité soit reconnue, que ce que vous avez fait soit assumé. Amélie acquiesça lentement. Elle savait que le geste était irréversible, mais qu'un peu d'honnêteté pouvait peut-être réparer ce qui avait été cassé. L'entretien prit fin sans autre mot. Claire sortit de la salle, l'esprit alourdi, mais l'âme en paix. Elle avait affronté ce qu'elle redoutait le plus, et elle l'avait fait sans haine. En remontant dans le taxi qui l'attendait, elle regarda un instant son reflet dans la vitre. Elle ne vit plus la jeune femme perdue de la place Bellecour. Elle vit une combattante marquée mais debout, forgée par l'épreuve. À son retour au centre, elle retrouva Damien qui l'attendait dans son bureau. Il se leva en la voyant entrer. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. « Et toi ?» Il haussa les épaules. « Je suis fier de toi. C'est peut-être étrange à dire, mais tu m'apprends à devenir meilleur. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de s'asseoir, de poser son carnet sur la table et de lui adresser un sourire discret. La tempête était passée, et si d'autres viendraient sûrement, Claire savait désormais qu'elle avait les ressources pour y faire face, non par ambition, non par désir de pouvoir, mais parce qu'elle croyait profondément que changer les choses était encore possible, parce qu'un jour elle avait tendu la main, et que depuis ce jour elle n'avait jamais cessé de marcher. Les semaines suivant la confrontation entre Claire et Amélie marquèrent un tournant silencieux mais profond dans la dynamique de Lucentix. Bien que l'entreprise continuât à fonctionner selon ses standards habituels de performance et de rentabilité, un changement subtil s'était opéré au sein de ses plus hautes sphères. Les dirigeants, jusque-là centrés sur les résultats et l'image publique, commençaient à accorder plus d'attention aux initiatives humaines, aux voix autrefois marginalisées. Le projet Horizon, bien qu'encore jeune, imposait une nouvelle façon de penser, une manière différente de relier innovation et responsabilité. Damien Lefebvre, lui aussi, n'était plus le même. Claire le remarquait dans ses silences, plus méditatif, dans son regard moins fuyant et surtout dans ses gestes, désormais plus lents, presque réfléchis. Il n'assistait plus aux réunions comme avant. Il se rendait régulièrement au centre Horizon, mais restait en retrait, observant plus qu'il ne dirigeait. Claire comprit qu'il était à l'aube d'une décision majeure, bien que rien ne soit encore formulé. Ce fut lors d'un matin d'avril, un de ces jours où Paris semble vibrer d'une lumière douce et neuve, que tout bascula. Claire, comme à son habitude, était arrivée tôt au centre. Elle revérifiait les plannings des ateliers de la semaine. Une tasse de thé encore fumante posée à côté de son clavier, quand Myriam entra dans le bureau sans frapper, visiblement émue. « Claire, il y a une annonce sur l'intranet de Lucentix. Tu dois voir ça. » Claire, intriguée, ouvrit immédiatement la page mentionnée. Un message du comité exécutif venait d'être publié, accompagné d'une vidéo. Elle lança la lecture. L'image de Damien apparut à l'écran. Il était dans son bureau, seul, sans artifice. « Chers collaborateurs, commença-t-il, après plusieurs mois de réflexion, j'ai pris une décision importante pour l'avenir de Lucentix, mais surtout pour l'homme que je suis devenu. À compter de la semaine prochaine, je me retire temporairement de mes fonctions de président-directeur général. Je souhaite consacrer mon temps à accompagner un projet qui, plus qu'aucun autre, m'a redonné foi en l'humanité et en notre responsabilité collective. » Un murmure parcourut la pièce. Claire écoutait, figée.
Le projet Horizon, porté avec une humanité et une force remarquables par Claire Moreau, a révélé une autre facette de ce que peut être une entreprise. Il m'a appris que la technologie sans compassion n'est qu'un outil. Mais avec de la compassion, elle peut devenir un vecteur de transformation profonde. Je veux me tenir à ses côtés, non pas comme un chef, mais comme un partenaire, pour apprendre, pour agir, pour contribuer différemment. Le message se conclut sans effet de style, simplement avec une phrase « Il est temps d'écouter autrement ». Claire resta un moment sans voix. L'émotion dans la salle était palpable. Léo entra, suivi de plusieurs membres de l'équipe. Tous avaient vu la vidéo. Certains avaient des larmes aux yeux, d'autres un sourire incrédule. Personne n'aurait imaginé un tel revirement. Damien Lefebvre, l'homme que beaucoup considéraient comme l'incarnation même du capitalisme technologique, venait de faire un pas radical vers l'humanisme appliqué. Dans les jours qui suivirent, l'arrivée de Damien comme membre actif du Centre Horizon provoqua un bouleversement médiatique. Les journaux, d'abord sceptiques, changèrent de ton au fil des interviews et des témoignages. L'image du dirigeant se transforma. On le vit participer aux réunions, porter des cartons, discuter longuement avec les bénéficiaires. Il ne cherchait pas à impressionner. Il semblait réellement chercher à comprendre, à s'impliquer, à servir. Pour Claire, la cohabitation avec Damien dans ce nouveau rôle fut d'abord étrange. Elle, qui l'avait rencontré comme un inconnu, en détresse qu'il avait ensuite vu redevenir un PDG distant, devait maintenant apprendre à travailler avec lui comme avec un père. Mais au fil des semaines, une nouvelle complicité se construisit, moins marquée par les rapports de pouvoir, plus ancrée dans le respect mutuel. Ils débattaient souvent, s'opposaient parfois, mais avec une écoute profonde. L'équipe elle-même observa cette transformation avec admiration. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble dans le jardin partagé du centre, Damien s'arrêta. « Tu sais, Claire, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait, pas juste pour moi, pour tous ceux que tu as réveillés. Ici, Claire le regarda un peu gênée, ce n'est pas moi, c'est ce qu'on crée ensemble, ce que chacun apporte. Peut-être, mais sans toi, il n'y aurait rien eu à créer. » Il se tut un instant, puis ajouta « Et si tu acceptais que ce projet devienne autant le tien que le mien ?» Elle fronça les sourcils, incertaine. « Ce projet est déjà le mien. Il est à tout le monde ici. » Damien sourit. « Je parle au-delà de ça. Claire, je veux que tu sois officiellement co-directrice du programme Horizon. Pas par reconnaissance, mais parce que tu le mérites. Parce que tu es indispensable. » Ce fut dit sans emphase, mais avec une force qui ne laissa aucun doute. Claire, bouleversée, accepta. Et dans ce jardin où tant d'histoires se croisaient, ce fut un nouveau départ. Un geste inattendu, non pas de rupture, mais de renaissance. Une promesse silencieuse que, parfois, la reconnaissance prend la forme la plus humble et la plus puissante, celle du partage. Le statut de Claire au sein du projet Horizon changea officiellement à la suite de la déclaration de Damien. Désormais, co-directrice, elle apparaissait dans les documents officiels de Lucentix, ses décisions figuraient dans les comptes rendus stratégiques et son nom était évoqué dans les conférences de presse. Pourtant, ce qui la transformait le plus n'était pas la reconnaissance institutionnelle, mais le regard des autres, celui, sincère et profond, des bénéficiaires du projet. Pour eux, Claire était devenue bien plus qu'une responsable. Elle représentait un espoir tangible, une preuve que le changement pouvait émaner de l'empathie et non de l'ambition. La popularité croissante du programme Horizon s'accompagnait d'un intérêt médiatique renouvelé. Cette fois, les articles mettaient en avant les réussites concrètes. Une mère célibataire lancée dans une formation de développeuse, Webb, un ancien SDF désormais gestionnaire d'un potager urbain, un jeune homme sorti du décrochage scolaire ayant intégré une entreprise partenaire. Les histoires personnelles, portées par des visages authentiques, capturaient l'attention du public. Les journalistes, autrefois sceptiques, parlèrent maintenant d'Horizon comme d'un modèle de réinsertion à l'échelle humaine. Claire, bien que sollicitée pour des interviews, refusait toute personnalisation excessive. Elle redirigeait systématiquement les projecteurs vers l'équipe, les bénéficiaires, les collaborateurs de terrain. Lorsqu'un grand média national lui proposa une couverture exclusive intitulée « La femme qui a réveillé Lucentix », elle répondit simplement « Ce n'est pas moi qu'il faut réveiller, c'est la société ». Damien, quant à lui, poursuivait son immersion dans le quotidien du centre.
Il assistait à des ateliers, partageait des repas, prenait des notes lors des séances de bilan. Certains collaborateurs du siège, encore perplexes face à cette métamorphose, commencèrent eux aussi à visiter le centre. Des discussions se mirent en place pour reproduire le modèle dans d'autres villes. Un partenariat fut signé avec une municipalité de la région lyonnaise, puis avec une fondation belge. Horizon n'était plus un prototype, il devenait une méthode. Mais la reconnaissance la plus marquante arriva de manière inattendue. Un matin, Claire reçut une lettre officielle de la ministre de l'Économie sociale et solidaire. Elle y exprimait son admiration pour le travail accompli et proposait à Claire de rejoindre un groupe de réflexion nationale sur l'innovation sociale. Elle lui proposait également d'intervenir lors d'un colloque au Sénat, aux côtés de personnalités influentes du monde associatif et entrepreneurial. Claire, prise de court, consulta Damien. « Je ne suis pas une théoricienne, murmura-t-elle. Je suis sur le terrain, pas dans les hémicycles. » Damien répondit en souriant. « Ah, justement, c'est pour cela qu'ils ont besoin de t'entendre. » Elle accepta. Le jour du colloque, elle se rendit au palais du Luxembourg vêtue simplement, fidèle à elle-même. Elle monta sur scène sans discours préparé et parla avec le cœur. Elle raconta l'étreinte de Bellecour, le regard perdu de Damien, la première journée au centre, le rire d'un bénéficiaire après des semaines de silence, les nuits sans sommeil passées à douter, à espérer. La salle resta suspendue à ces mots. À la fin, une ovation se leva. Claire sentit ses jambes trembler mais tint bon. Elle venait d'offrir à cette assemblée un miroir dans lequel chacun pouvait se reconnaître, celui d'une société en quête de sens. Cette reconnaissance publique, cependant, ne la détourna jamais de son rôle quotidien. Elle continuait à accueillir les nouveaux bénéficiaires, à répondre aux appels tardifs, à consoler, à motiver, à écouter. Elle savait que le succès d'Horizon ne résidait pas dans les distinctions, mais dans la constance, dans cette capacité à être présente chaque jour, à faire front sans éclat. La relation entre Claire et Damien s'approfondit dans cette période. Ils n'étaient plus seulement des collègues, ni même de simples alliés. Une complicité rare, nourrie par l'adversité et les réussites partagées, les liait désormais. Lors d'un dîner informel avec l'équipe, autour d'un feu de camp improvisé dans la cour du centre, Damien raconta comment ce projet l'avait transformé. Il parla peu de lui, mais beaucoup de Claire. Il raconta le jour de l'étreinte. Il évoqua la façon dont un simple geste l'avait empêché de sombrer dans le cynisme. Puis, face à l'émotion palpable, il conclut « Cette femme que vous voyez chaque jour m'a appris que la plus grande force réside dans la tendresse, et grâce à elle, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, la foi en l'autre. » Personne n'osa briser le silence qui suivit. Claire, émue, baissa les yeux. Elle ne cherchait ni l'admiration ni les louanges. Mais entendre cela dans ce contexte, parmi ceux qu'elle aimait, lui donna la sensation rare d'une vie en accord parfait avec ses valeurs. Le Centre Horizon fêtait alors sa première année. Un an de lutte, de bâtisses transformées, de parcours bouleversés. Un an de défis relevés, de peurs affrontées. Un an d'une révolution tranquille portée par l'écoute, la patience et la détermination d'une femme qui, sans le vouloir, était devenue le symbole d'une nouvelle manière de concevoir le progrès. Et tout cela, Claire ne l'oubliait jamais, avait commencé par une étreinte, un acte sans promesse, un geste offert à un inconnu dans une ville d'hiver, au cœur d'une place trop grande pour tant de solitude. La cérémonie avait été pensée dans la simplicité. Aucun podium, aucun discours pompeux, aucune bannière imposante. Juste quelques rangées de chaises disposées face à un banc en bois, sous les branches encore nues des arbres de la place Bellecour. L'air était frais, mais non glacial. Le ciel, d'un gris doux, semblait retenir sa pluie en hommage au moment. Ce jour-là, Lyon n'était pas bruyante. Elle murmurait comme si elle se souvenait elle aussi de ce qui s'était joué ici un an auparavant. Claire arriva la première. Elle portait un manteau beige, sobre, les mains dans les poches. Elle s'arrêta un instant face au banc. Le même, exactement le même. Le bois en avait gardé la courbe. Le fer forgé n'avait pas bougé. Elle y posa la main doucement, puis s'assit. Elle resta là quelques minutes, le regard perdu dans le vide, puis dans ses souvenirs. Rien ne semblait avoir changé, et pourtant tout en elle avait été bouleversé. Peu à peu, les invités commencèrent à arriver. Des anciens bénéficiaires du Centre Horizon, des membres de l'équipe, des partenaires institutionnels, quelques journalistes, discrets.
Certains habitants du quartier s'approchèrent aussi, intrigués par cette installation insolite. Damien apparut parmi les derniers. Il marchait lentement, saluant les visages connus, posant les yeux sur Claire avec une douceur retenue. À pas. L'heure prévue, il s'avança vers le centre du cercle informel qui s'était formé. Il ne prit pas de micro. Sa voix pourtant portait. Il y a 1 an, j'étais assis sur ce banc, seul, brisé, même si je ne l'avouais à personne. Et une inconnue m'a tendu les bras, sans question, sans condition. Cette étreinte, qui aurait pu rester un simple geste de passage, a bouleversé ma vie. Elle m'a rappelé que, parfois, ce sont les gestes gratuits qui changent le cours des choses. Il marqua une pause, balaya l'assemblée du regard. Cette femme, Claire, m'a non seulement sorti de ma torpeur, mais elle a redéfini ce que pouvait être l'impact d'une entreprise. Ensemble, nous avons créé le centre Horizon, mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Il se tourna vers Claire et lui tendit une clé dorée symbolique. Voici la clé du nouveau centre d'accueil que nous inaugurons aujourd'hui. Il portera un nom simple, l'élan, parce que c'est ce que tu as été. Un élan, une impulsion. Claire s'avança, prit la clé sans mots, les larmes au bord des yeux. Elle remercia d'un signe de tête, puis se tourna vers l'assistance. Ce lieu ne sera pas un centre. Ce sera une maison. Une maison pour ceux qui ont été mis dehors, oubliés, déclassés. Une maison où l'on n'attend pas que les gens méritent leur place, où leur seule présence suffit. Les applaudissements fusèrent, courts, sincères, chaleureux. Puis Damien reprit la parole, cette fois plus hésitant. Il y a une chose que je n'ai encore jamais faite publiquement, une décision que je porte en moi depuis plusieurs mois. Il s'approcha de Claire, lui, tendit un petit dossier blanc. Je veux que tu sois officiellement cofondatrice de l'initiative Horizon. Ce n'est pas une promotion, c'est une reconnaissance. Tu n'as pas porté ce projet, tu l'as incarné. Claire, les mains tremblantes, ouvrit le dossier. Son nom y figurait aux côtés de celui de Damien sur les statuts mis à jour de la fondation. Elle ferma les yeux un instant, submergée par l'émotion. Puis, dans un élan inattendu, elle s'adressa à Damien, non plus comme à un collègue, mais comme à un complice. Et si on arrêtait de prétendre qu'il ne se passe rien d'autre que du travail entre nous? Un silence incrédule suivit, puis Damien éclata d'un rire surpris, sincère. Je me disais justement qu'il serait temps. Et là, devant tous, Claire et Damien s'embrassèrent. Pas un baiser hollywoodien, pas une démonstration, juste un échange vrai, un pacte scellé. L'assemblée, d'abord figée, applaudit de plus belle. Dans les mois qui suivirent, le centre L'élan devint un espace de référence. Les collaborations se multiplièrent. Les villes de province en demandèrent le modèle. Claire, désormais reconnue à l'échelle nationale, fut invitée à rejoindre plusieurs comités d'experts, mais elle refusa toute position qui l'éloignerait du terrain. Elle voulait continuer à marcher dans les couloirs du centre, à partager les cafés, à écouter les silences. Damien, de son côté, réduisit encore ses activités exécutives. Il se consacra pleinement au développement d'Horizon et de l'Élan. Ensemble, ils formaient un tandem redoutablement complémentaire. Elle, l'intuition incarnée. Lui, la stratégie incarnée. Et entre eux, un amour né non du besoin mais de l'évidence. Parfois, ils retournaient à Bellecour, s'asseyaient sur le banc, regardèrent les passants. « Tu crois que quelqu'un d'autre va faire comme toi ?»« Un jour ?» demandait-il. « J'espère, répondait-elle. Mais même si ce n'est qu'une fois, ça suffit. Une vie, parfois, peut tenir dans un seul geste. Et sur ce banc, sous les arbres, dans cette ville qu'ils avaient appris à aimer autrement, Claire et Damien continuaient d'écrire sans bruit une histoire de réconciliation entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il pourrait être.